Aska Éditions et la Fondation Napoléon Hill présentent Plus malin que le diable, les manuscrits authentiques de Napoléon Hill. Narration de Susanna Chroma, Elisabeth Jacques, Charles Anthony, Alix Zelateur et Sergio Lobari. La peur est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par la main de l'homme. La confiance en soi est à la fois l'arme créée de ses mains pour vaincre ce démon et l'instrument qui compose les symphonies d'une vie triomphante. Cela va même bien au-delà. C'est un lien avec les forces irrésistibles de l'univers qui se dressent aux côtés de l'homme pour qui l'échec et la défaite ne sont rien d'autre que des expériences temporaires. Napoléon Hill. Préface de Marc-Victor Hansen. Dr Napoléon Hill est de manière incontestable le plus célèbre des écrivains, le plus grand penseur, évocateur et auteur à succès de tous les temps du développement personnel. Nous vous recommandons de lire rapidement pour atteindre le fameux « entretien avec le diable ». Vous recevrez ainsi l'impact de ce message et vous saurez qui est vraiment le diable et ce qu'il fait subir à 98% des êtres humains, selon le diable en personne. Pour stimuler nos pensées, Hill amorce rapidement la quête du livre, nous transportant dans sa vie de manière biographique, à travers les moments qui ont eu du sens pour lui et qui ont participé à changer sa vie. Hill avait appris les plus importants et les plus utiles des principes du succès de la planète, capables d'aider quiconque les utilise, mais ne savait pas comment les utiliser et les appliquer facilement à sa propre existence. Nous prédisons que cela reste vrai pour beaucoup de gens encore aujourd'hui. Il est pourtant facile de prononcer ces mots, et même parfois d'y réfléchir. Cela demande une décision profonde et durable pour vivre ces principes et avancer pas à pas, jour après jour. Sharon Lechter nous éclaire sur toutes ces significations ramenées en euro-dollars d'aujourd'hui, en termes de pensée et de compréhension. Le but du Dr Hill était de communiquer clairement une philosophie et une pratique du succès individuel qui permettrait de stimuler un bonheur durable. Sa sagesse innée le guida pour trouver l'arc-en-ciel de sa vie. Vous êtes maintenant mis à l'épreuve dans les temps les plus difficiles imaginables, exactement comme Hill le fut durant la dépression. Il se sentait abattu, ses faits et gestes en pâtirent, et il connut une réelle dépression. Cela était préjudiciable pour son état, comme cela peut l'être pour vous et votre bien-être. Lire ce livre inspirant peut vous aider à vous sortir de la léthargie et d'un état d'esprit négatif pour vous ouvrir un nouveau chemin plus glorieux vers un avenir meilleur, plus clair et bien plus gratifiant. Comme Napoléon Hill, vous êtes ici pour maîtriser vos peurs et non les laisser vous maîtriser. Passionnément et délibérément, pour décider ce que vous voulez être, faire, avoir et le réaliser. Alors que vous redécouvrirez les trouvailles merveilleuses et magiques du Dr Hill, vous saurez et croirez que vous pouvez vous les associer et les surpasser si vous le voulez, parce que vous êtes illimité. Il l'a dit justement, vous établissez vous-même vos propres limites. Ce livre va vous aider à être conscient que vous pouvez créer vos échecs aussi bien que vos succès en mettant en pratique le savoir qu'il a accumulé durant ses entretiens avec les 500 plus grandes légendes vivantes de l'époque. Vous découvrirez par vous-même si le diable qui l'interroge est réel ou imaginaire, tout comme le diable auquel vous avez affaire dans votre vie et votre expérience. Note au lecteur par Sharon Lechter, annotatrice. Plus malin que le diable est le livre le plus profond que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Je dois commencer en disant que je me suis sentie profondément honorée le jour où Don Green, président de la Fondation Napoléon Hill, m'a fait suffisamment confiance pour me proposer de participer à ce projet. J'ai lu le manuscrit et n'ai pas pu fermer l'œil de la semaine. Rédigé en 1938 par le maître en personne sur une machine à écrire, le manuscrit était resté caché, verrouillé par sa famille depuis 72 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il craignait les réactions que ce livre ne manquerait pas de susciter. Le courage dont Napoléon Hill a fait preuve pour démasquer l'œuvre du diable autour de nous chaque jour, que ce soit dans nos églises, nos écoles ou au sein de notre monde politique,
menaçaient les fondements même de la société tels qu'ils étaient perçus à l'époque. J'ai alors pris conscience d'un point fondamental. Cet ouvrage, bien que rédigé en 1938, ne devait en réalité voir le jour qu'à notre époque. Et c'est bien notre société contemporaine qu'il doit bousculer. Sa vocation est d'apporter des réponses pour notre époque économique incertaine. Il regorge de clés pour chacun d'entre nous, pour nous permettre à nous aussi d'être plus malins que le diable dans notre propre vie. Il nous indique comment tracer et suivre notre propre chemin jusqu'au succès, tout en apportant notre contribution au monde qui nous entoure avec notre valeur ajoutée personnelle. Tout comme Réfléchissez et devenez riche nous a permis de redresser la barre et de sortir la tête haute de la Grande Dépression, Plus malin que le diable fut écrit en fait pour nous aider, tous autant que nous sommes, à redresser la barre et réussir aujourd'hui. Ce sont les mots de Napoleon Hill lui-même que vous lirez ici. Le manuscrit d'origine étant relativement long, je l'ai remanié avec précision et beaucoup d'attention pour en préserver l'impact profond. Tout au long de l'ouvrage, j'ai inséré mes propres annotations avec une typographie différente. Elles sont intitulées « Les notes de Sharon » et ont pour objectif de mettre l'accent sur certaines réflexions afin d'apporter plus de clarté aux mots de Hill et montrer comment ces prévisions sont devenues une réalité contemporaine. Cela vous permettra de le lire, soit en incluant mes commentaires, soit en les évitant. Profitez pleinement de cette œuvre puissante et faites-la connaître à vos proches, à votre famille et à vos amis. La puissance des paroles de Napoleon Hill peut définitivement transformer votre vie. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle fera pour vous. Merci. Sharon Lechter. Chapitre 1. La première rencontre avec Andrew Carnegie. Depuis plus d'un quart de siècle, mon objectif majeur a été d'isoler et d'organiser, selon une philosophie de la réussite, les causes de l'échec autant que du succès, afin de venir en aide à ceux qui n'ont ni l'inclination ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Mon travail a commencé en 1908 à la suite d'un entretien que j'ai eu avec Andrew Carnegie. J'ai dit franchement à M. Carnegie que je souhaitais entrer à l'école de droit et que j'avais conçu l'idée de financer mon chemin vers cette carrière en interviewant des hommes et des femmes couronnés de succès. Je désirais trouver comment ils étaient parvenus à de telles réussites afin d'écrire des histoires de mes découvertes pour divers magazines. À la fin de notre première entrevue, M. Carnegie me demanda si je possédais suffisamment de courage pour m'acquitter d'une proposition qu'il souhaitait me faire. Je répliquai que le courage était à peu près tout ce que je possédais et que j'étais prêt à faire de mon mieux pour m'acquitter de toute proposition qu'il aurait le soin de me soumettre. Il dit alors : « Votre idée d'écrire des histoires à propos d'hommes et de femmes qui ont réussi est louable en soi. Et je n'ai aucunement l'intention d'essayer de vous décourager dans votre projet. Mais je me dois de vous dire que si vous souhaitez rendre un service durable, non seulement pour nos contemporains, mais aussi pour la postérité, il ne pourra en être ainsi qu'à condition que vous preniez la peine d'analyser toutes les causes de l'échec, aussi bien que celles du succès. Des millions de gens dans le monde n'ont pas la plus mince conception des raisons du succès et de l'échec. Les écoles et les collèges enseignent pratiquement tout, excepté les principes du succès individuel. Ils exigent que des jeunes gens passent près de 4 à 8 ans à acquérir des connaissances abstraites, mais ne leur enseignent pas comment utiliser cette connaissance une fois qu'ils l'ont obtenue. Le monde a besoin d'une philosophie du succès pratique, intelligible et conçue à partir de connaissances factuelles, acquises grâce à l'expérience d'hommes et de femmes dans la grande université de la vie. Dans le vaste champ de la philosophie, je ne trouve rien qui ne ressemble de près ou de loin à ce que j'ai à l'esprit. Nous ne disposons en ce bas monde que d'une poignée de philosophes, capables d'enseigner aux hommes et aux femmes l'art de vivre. Il me semble que nous avons ici une opportunité qui devrait défier un jeune homme ambitieux de votre constitution. Mais l'ambition ne suffit pas pour la tâche que je vous propose. Celui qui l'entreprend doit avoir du courage et de la ténacité. Le travail nécessitera au moins 20 ans d'efforts continus, durant lesquels celui qui l'entreprendra devra subvenir à ses moyens en trouvant d'autres sources de revenus, car ce genre de recherche n'est jamais rentable à ses débuts. Généralement, ceux qui ont apporté leur contribution à notre civilisation, à travers des travaux de cette nature, ont dû attendre une centaine d'années ou plus
après leurs propres funérailles, avant de recevoir de la reconnaissance pour leurs accomplissements. Si vous entreprenez ce travail, vous devrez vous entretenir non seulement avec le petit nombre de ceux qui ont réussi, mais aussi avec tous ceux qui ont échoué. Vous devrez alors analyser avec soin les milliers de gens qui sont considérés comme des ratés, et par le terme raté, je veux parler des hommes et des femmes qui ont atteint le dernier chapitre de leur vie, déçus de ne pas avoir réalisé le but qui leur tenait à cœur. Aussi contradictoire que cela puisse sembler, vous apprendrez davantage comment réussir auprès des ratés que des personnes dites prospères. Les premiers vous enseigneront ce qu'il ne faut pas faire. Vers la fin de votre tâche, si votre entreprise est couronnée de succès, vous ferez une découverte qui pourrait bien vous surprendre. Vous découvrirez que la cause du succès n'est pas dissociable de l'homme lui-même. Il s'agit d'une force intangible de la nature que la majorité des hommes ne reconnaît jamais, une force qui pourrait être proprement appelée l'autre soi. Il est intéressant de noter que cet autre soi n'exerce son influence qu'en de très rares occasions. Il ne se fait connaître qu'en cas de force majeure, quand, devant l'adversité, aux prises avec des défaites temporaires, les hommes sont forcés de changer leurs habitudes et de réfléchir comment se sortir d'une situation difficile. Mon expérience m'a appris qu'un homme n'est jamais si près du succès que lorsque ce qu'il appelle l'échec est sur le point de le rattraper. Ce n'est que durant des occasions de cette sorte qu'il est forcé de réfléchir. S'il pense avec précision et persistance, il découvre alors que ce qu'on appelle si facilement un échec n'est en fait rien de plus qu'un signal lui indiquant qu'il doit se réarmer d'un nouvel objectif ou d'un nouveau plan. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. S'ils avaient eu le courage d'avancer d'un pas supplémentaire, ils auraient découvert leur erreur. 20 ans de labeur sans aucun salaire et probablement aucune reconnaissance. Comment répondriez-vous à cette offre? Il accepta le défi de Carnegie et grâce à une lettre d'introduction de celui-ci, commença à s'entretenir avec les géants de l'époque, dont Theodore Roosevelt, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell, King Gillette, fondateur de la Gillette Safety Razor Company et beaucoup d'autres. Après plus de 25 ans de recherche, son effort connut finalement son apogée avec la publication de plusieurs livres, dont les 8 volumes de la loi du succès et Réfléchissez et devenez riche. Ce dernier ouvrage est largement reconnu comme l'ouvrage de référence du développement personnel, introduisant tous les principes qui continuent à servir essentiellement de fondation aux gourous du développement personnel d'aujourd'hui. Selon les propres dires de Napoleon Hill, le travail d'écriture et de publication de Réfléchissez et devenez riche était en substance la mise en pratique de ces mêmes principes. Il est notable que le manuscrit, plus malin que le diable, fut écrit l'année suivant la publication de Réfléchissez et devenez riche. Ce travail peut souligner la frustration de Hill qui le poussa à l'évocation de son autre soi et de la méthode lui ayant permis de vaincre ses frustrations et de mettre en pratique les principes qu'il décrivait dans Réfléchissez et devenez riche. Plus malin que le diable marquera l'éveil spirituel de Hill et comment chacun de nous peut apprendre de sa rencontre avec le diable. Commencer une vie nouvelle. Le discours de M. Carnegie changea définitivement ma vie et planta dans mon esprit un désir ardent qui m'a sans cesse animé depuis. Et ce, malgré le fait que je n'avais rien d'autre qu'une vague idée sur ce qu'il entendait par « autre soi ». Durant mon travail de recherche sur les raisons de l'échec et du succès, j'ai eu le privilège d'analyser le cas de plus de 25 000 hommes et femmes considérés comme des ratés et plus de 500 que l'ordre des choses avait classés comme prospères. De longues années plus tôt, j'ai eu un avant-goût de cette autre soi mentionnée par M. Carnegie. La découverte vint, comme il l'avait prédit, à la suite de 2 tournants majeurs de ma vie, qui se présentèrent comme des cas d'urgence. Ces situations inconfortables me forcèrent alors à réfléchir pour trouver une issue à des difficultés que je n'avais jamais expérimentées jusqu'alors. J'aurais préféré pouvoir décrire cette découverte en me passant de l'usage du pronom personnel, mais cela s'est avéré impossible, car tout ceci m'est venu au cours d'expériences personnelles qui sont difficilement dissociables de ma propre personne. Pour pouvoir vous dépeindre le tableau complet,
j'aurai besoin de revenir sur le premier de ces deux tournants majeurs et ainsi vous guider pas à pas vers cette découverte. Les recherches nécessaires pour la compilation des données, desquelles découlent les 17 principes du succès et les 30 causes de l'échec, nécessitèrent des années de travail. J'avais alors atteint la conclusion erronée que ma tâche visant à concevoir une philosophie complète du succès individuel était terminée. Loin d'être mûr, le fruit de mon travail venait tout juste d'éclore. J'avais élaboré le squelette d'une philosophie en mettant en place les principes de la réussite et de l'échec, mais ce squelette devait être habillé par la chair de l'expérience et la mise en pratique de ces concepts. Pour couronner le tout, ce squelette devait recevoir une âme grâce à laquelle il pourrait inspirer les hommes et les femmes à faire face à leurs obstacles et non les contourner. L'âme qui lui faisait défaut pour prendre vie, comme je devais le découvrir plus tard, ne devint disponible qu'après l'apparition de mon autre soi, suite à 2 tournants singuliers de mon existence. Résolu à tourner mon attention et quelques talents en ma possession vers des gains financiers dans le monde des affaires et les circuits professionnels, je décidai de faire mon entrée sur le marché de la publicité. Je devins alors responsable de la communication de l'extension de l'Université de LaSalle de Chicago. Tout s'est déroulé merveilleusement durant une année, à la fin de laquelle je fus saisi d'une violente aversion pour mon travail avant de démissionner. J'entrai ensuite dans le marché des franchises avec l'ancien président de l'extension de l'Université de LaSalle et devins alors président de la société de sucrerie Betsy Ross. Malheureusement, ou plutôt ce qui m'apparut dans un premier temps un malheur, 2 multiples désaccords avec mes associés me désengagèrent de cette entreprise. Le démon de la publicité coulait toujours dans mes veines, et j'essayais une fois de plus de l'exprimer en montant une école spécialisée en publicité et en vente, occupant alors une branche de l'université de Bryant and Stratton. Notre aventure voguait tranquillement et nous faisions beaucoup d'argent rapidement quand les États-Unis d'Amérique entrèrent sur la scène de la Première Guerre mondiale. Pour répondre à une urgence intérieure qu'aucun mot ne pourrait décrire, je m'éloignai de l'école et entrai au service du gouvernement des États-Unis sous les ordres personnels du président Woodrow Wilson, laissant une entreprise parfaitement rodée se désagréger. Le jour de l'armistice de 1918, je commençai la publication du magazine The Golden Rule. Malgré le fait que je ne possédais pas un centime de capital, le magazine grandit rapidement et connut en très peu de temps une diffusion nationale de près d'1 demi-million d'exemplaires, clôturant sa première année d'exercice avec un profit net de 3 156 $. Quelques années plus tard, j'appris d'un éditeur expérimenté dans la publication et la distribution de magazines nationaux qu'aucun de ses semblables ne se risquerait de démarrer un tel magazine avec moins d'1 million de $. Le magazine The Golden Rule et moi étions destinés à nous séparer. Plus nous réussissions, plus mon insatisfaction augmentait. Finalement, suite à une accumulation de petits ennuis insignifiants causés par mes associés, je leur fis cadeau du magazine et quittai l'aventure. Avec ce geste, je suis probablement passé à côté d'une petite fortune. Ensuite, j'ai mis sur pied un institut de formation spécialisé dans la vente. Mon premier contrat était de former une armée de 3000 personnes pour le compte d'une chaîne de magasins franchisés. Je percevais 10 $ pour chaque vendeur qui avait suivi mes cours. 6 mois de travail me permirent d'engranger un peu plus de 30 000 $, couronnant un succès évident sur le plan financier avec l'abondante récompense de mes efforts. Mais une fois de plus, je devins profondément nerveux. Je n'étais pas heureux. Chaque jour, il devenait de plus en plus évident qu'aucune somme d'argent ne m'apporterait le bonheur. Sans l'ombre d'une excuse raisonnable pour mes actions, j'abandonnai une affaire dont j'aurais pu facilement tirer un salaire confortable. Mes amis et mes associés pensaient que j'étais fou, et ils ne s'en cachaient pas. Franchement, j'étais enclin à partager leur avis, mais il me semblait que je ne pouvais rien y faire. Je cherchais le bonheur, et je ne l'avais toujours pas trouvé. Du moins, c'est la seule explication que je pouvais offrir pour justifier mes actions inhabituelles. Quel homme peut prétendre se connaître vraiment ? Ce fut durant la fin de l'automne 1923. J'étais coincé à Columbus, dans l'Ohio, sans argent, pire encore, sans l'ombre d'un plan sur lequel travailler pour me tailler une porte de sortie. C'était la première fois de ma vie où je me retrouvais enlisé dans ce type de situation par manque de moyens. Auparavant, à de nombreuses occasions, j'avais trouvé suffisamment d'argent sans avoir à en rougir,
Et jamais jusqu'alors je n'avais échoué à subvenir à mes besoins personnels. L'expérience me renversa. Je me sentais totalement désarmé quant à ce que je devais faire ou ne pas faire. J'ai réfléchi à une douzaine de plans grâce auxquels je pourrais résoudre mes problèmes, mais je les éliminais les uns après les autres, car ils étaient irréalistes ou tout simplement infaisables. Je me sentais comme perdu dans la jungle, sans boussole. Chaque tentative que je faisais pour sortir de cet enlisement me ramenait à mon point de départ. Durant près de 2 mois, je souffris de la pire des affections humaines, l'indécision. Je connaissais les 17 principes de la réussite personnelle, mais ce que j'ignorais, c'était la façon de les appliquer. Sans le savoir, j'étais en train d'affronter une de ces urgences de la vie, durant lesquelles, comme me l'avait raconté M. Carnegie, certains hommes découvrent parfois leur autre soi. Ma détresse était si grande qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de m'asseoir pour analyser sa cause, ni de chercher quelques remèdes. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. Un état d'esprit négatif et le manque de confiance en soi peuvent être les obstacles primaires du succès. Avec la récession économique actuelle, beaucoup trop de gens qui jusqu'ici ont bien fait tout ce qu'il fallait dans leur vie sont contraints pour la première fois d'affronter une adversité économique sévère. Les plus grandes barrières qui s'opposent à eux sont constituées par leur propre peur et le doute en leur capacité, autant de paramètres